Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill. À 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence ce journal des médias par les démêlés judiciaires de Coé. Son dossier s'est encore alourdi. L'animateur vedette d'énergie, Coé, 51 ans, figure et voix du PAF depuis 30 ans, est désormais visé par 3 plaintes pour viol et agression sexuelle. 3 plaintes déposées par 3 femmes différentes. Il y a donc cette jeune femme âgée de 15 ans au moment des faits qui a porté plainte le 18 novembre à Bourg-en-Bresse. Il y a aussi une autre femme qui a porté plainte également dans le secteur de Bourg-en-Bresse et une troisième à Paris. Ces 2 dernières étaient majeures au moment des faits dénoncés, contrairement à la première. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire. Coé, qui s'est retiré la semaine dernière de l'antenne d'énergie pour préparer sa défense, a laissé son avocat réagir. Hier soir sur BFM TV, maître Xavier Autain estimait que rien ne tenait dans ces accusations. Il dénonce des tentatives d'extorsion de fonds de la part de celles qui accusent l'animateur de viol et d'agression sexuelle. Très compliqué ça comme situation évidemment pour les chaînes. On l'a vu aussi avec l'affaire Stéphane Plaza, Bernard de la Villardière. C'est quoi la bonne solution? Là, on a vu que Coé se retirait de l'antenne assez rapidement. Ça n'a pas été le cas pour Stéphane Plaza, mais c'était des émissions enregistrées. Qu'est-ce que peut faire une chaîne dans ces moments-là? Écoutez, je sais pas. Je suis heureux dans ces cas-là de ne pas être dirigeant de chaîne. Dirigeant de chaîne, c'est des solutions, c'est des choses pas simples. Moi, je crois beaucoup à la présomption d'innocence qui était la pierre angulaire du système judiciaire français quand même. Et on nous l'a expliqué pendant 30 ou 40 ans. Donc, je crois beaucoup à la présomption d'innocence. Et puis, il faut attendre que les gens soient condamnés, me semble-t-il, quelles que soient les accusations, avant de prendre des mesures de ce genre. Toujours au rayon judiciaire, l'une des influenceuses françaises les plus célèbres a été condamnée à payer 50 000 €. Sanction de la répression des fraudes du Calvados, d'où est originaire l'influenceuse en question, Poupette Kenza. C'est l'une des plus lourdes amendes jamais infligées en France pour ce genre d'infraction. Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, qui est l'influenceuse française la plus suivie sur Snapchat, est sanctionnée pour avoir fait la promotion d'un blanchisseur de dents dont la vente est interdite en France. Elle avait fait appel de cette décision prononcée au mois d'août. À l'époque, elle avait laissé ce message sur les réseaux sociaux. Écoutez. Mais c'est des gros voleurs, mais en fait j'ai trop les nerfs là. Ah non, j'ai trop les nerfs, 50 000 € d'amende comme ça. 50 000 € d'amende. T'es obligé de la payer, sinon tu vas en prison. C'est les amendes de l'État, ça c'est les amendes du procureur, ça t'es jugé pour ça. Elle sera obligée de payer cette amende, sanction définitive. Bon, c'est pas la raison qui l'a poussée à partir vivre à Dubaï cet été. C'est aussi parce qu'elle s'estime victime de harcèlement et qu'elle ne se sentait plus en sécurité en France. Et puis juste avant les fêtes, TPMP et Quotidien proposeront une soirée revival années 90 à la même heure. Ouais, même heure, 20 décembre, le match TPMP Quotidien va se poursuivre après 21h. Sur TMC, il y aura Canap 93 d'Étienne Carbonnier, extension de sa chronique quotidienne chez Yann Barthès, dans laquelle nous sommes passés d'ailleurs l'autre jour, Thomas. Étienne Carbonnier revisitera l'année 1993 à travers les archives télé. Au même moment, sur C8, Cyril Hanouna proposera lui un prime spécial sur les années 90. Je lis le communiqué, télé, sport, actualité, politique, look, tout sera passé au crible. On annonce la présence de stars françaises et internationales qui ont marqué cette décennie. Aucun nom pour l'instant n'a été annoncé. On est en plein dans cette télé nostalgie. Bernard de la Villardière, quel regard vous portez là-dessus, sur le fait qu'on refait des émissions, on se replonge dans le passé de la télévision? Ça prouve que notre pays est en assez mauvais état. Donc, c'est l'impression que ça vous donne? Oui, je pense. Ouais. Si on a besoin de regarder en arrière, c'est qu'on a perdu un certain nombre de repères et on a un pays qui, par bien des côtés, s'effondre complètement. Je suis très préoccupé par la situation de la France, en effet, et donc on a besoin de retrouver cette France des années 70-80, où il y avait des solidarités, où il y avait pas l'excommunication permanente, où il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Et les années 90, pour vous, Bernard de la Villardière, c'était la matinale d'Europe 1? Absolument. Vous réveillez les auditeurs 96, sur Europe 1. 96-98 avec Sylvain Attal et à l'époque Jérôme Bellet. Qui avait créé LCI et que j'avais accompagné LCI. On a débarqué à Europe 1. Et je me souviens que ce jour-là, on avait tous des chemises bleues. Du coup, on nous a collé un sobriquet, un surnom, le gang des chemises bleues. Le gang des chemises bleues? Ça nous est resté. C'était le gang des chemises bleues et je faisais les matinales. Et c'est un bon souvenir, évidemment. Oui, très bon souvenir. Vous souhaitez revenir à la radio un jour? Peut-être, oui. Peut-être. Ça vous dirait? Peut-être. Très bien, on en reparlera.
On parle parce maintenant. que j'ai une plastique qui, on en parlait tout à l'heure, qui avec le temps évidemment s'érode un peu, mais il paraît que la voix reste. Ah, la voix est toujours là, évidemment. Et d'ailleurs, je vous ai pas posé la question de votre santé parce que vous en êtes ouvert dans les médias. Vous avez eu des problèmes de santé cette année. Comment vous allez aujourd'hui? Vous allez bien? Bien. Je suis suivi évidemment à l'hôpital régulièrement. J'en sors. J'y étais hier. Et j'ai beaucoup de chance parce que effectivement, j'ai profité aussi des progrès récents de la médecine sur la bataille contre le mélanome, etc. Grâce notamment à l'immunothérapie dont on parle de plus en plus dans la lutte contre le cancer. Et c'est l'occasion peut-être de faire passer un petit message aussi, si jamais vous avez un petit bouton, c'est ça part de là. Hein. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, pour prendre rendez-vous chez un dermatologue, souvent il y a 2 ou 3 mois d'attente. Moi, j'ai reporté le mien 1 ou 2 fois. Et évidemment, je suis arrivé, c'était un peu trop tard. Ouais. Et donc, oui, effectivement, faites-vous suivre régulièrement, tous les ans, par un dermatologue, très attentivement. Allez, on continue ce journal des médias de Julien Pichenet. On va parler maintenant du jeu. Tout le monde veut prendre sa place, puisque Jarry prépare des émissions spéciales enfants. Ce sera la nouveauté 2024 de cette émission qui fêtera ses 18 ans l'an prochain. Elle sera majeure, mais à partir du dimanche 7 janvier, il y aura une version ado de Tout le monde veut prendre sa place. Les jeunes participants qui auront entre 13 et 18 ans s'affronteront lors des 3 phases habituelles, les qualifs, la compète et le défi pour le meilleur d'entre eux. Alors ils gagneront pas d'argent évidemment, enfin pas directement, ils récolteront de l'argent pour des associations, ces ados. Et puis le célèbre magazine Géo se transforme. Vous connaissez tous sans doute ce magazine à la fameuse couverture verte, magazine de photos et de voyages qui va fêter l'année prochaine ses 45 ans. Eh bien la marque se réinvente à partir d'aujourd'hui, elle change de mission tout en gardant son identité. Géo veut devenir le média de référence concernant les enjeux climatiques et environnementaux, mais que ce soit dans son magazine ou sur internet, pas question d'être anxiogène, indique la rédactrice en chef Myrtille Delamarche. On était beaucoup identifiés comme un magazine qui inspire au voyage. Or, depuis toujours, Géo s'intéresse aux questions d'environnement, aux questions d'évolution des sociétés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a souhaité réaffirmer et quand on s'est re-questionné avec l'ensemble de la rédaction sur notre mission, on a fait le choix de se transformer en une marque média à impact positif en mettant en avant justement toute cette production de sujets qui traitent des transformations du monde et en accompagnant nos lecteurs à mieux se les approprier. Géo, c'est un magazine bien connu, c'est aussi un site internet qui marche très fort, Thomas. Sa fréquentation a augmenté de 80% ces 12 derniers mois. On est désormais à 6 millions de visiteurs uniques par mois. On le disait tout à l'heure, Bernard de la Villardière, vous vous êtes aventuré sur le monde des réseaux sociaux avec Réel Média. Est-ce qu'un journal papier, un magazine papier, c'est une aventure qui vous intéresserait ? Oui, mais le papier, on voit bien que c'est cher. C'est une imprimerie. C'est quand on crée un journal papier, c'est des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros d'investissement. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, tous les médias sont des médias globaux. Peut-être qu'un jour, Réel Média sera en kiosque. On aura un journal, mais ce sera un dérivé. Mais je pense aujourd'hui que les médias, c'est essentiellement le numérique. On va parler médias et environnement maintenant. On reste dans le thème avec cette question. Comment a évolué notre manière de parler du climat et de l'environnement dans les médias ces dernières années? Babel a mené l'enquête. À l'approche de la COP28 qui débutera demain à Dubaï, Babel, le système d'apprentissage des langues en ligne, a analysé le discours des médias sur la période 2013-2023. Il y a plus de 200 linguistes qui se sont penchés sur la question. Ils sont arrivés à cette conclusion. Durant cette dernière décennie, tout a changé. Le ton, les sources employées par les journalistes et le lexique. Madeleine Gessel, porte-parole chez Babel. Il y a 10 ans, les articles étaient vraiment marqués par des formes interrogatives. À titre d'exemple, le climato-sceptisme occupait encore une place significative. On pouvait voir dans les journaux des titres comme « Faut-il s'inquiéter du réchauffement climatique ?» Aujourd'hui, le discours de questionnement et de l'information critique a cédé place à une certitude beaucoup plus alarmante quant à l'état du climat. Donc aujourd'hui, on parle de crise, d'effondrement, d'urgence climatique et cela a envahi le contenu journalistique et reflète vraiment une prise de conscience quant à la menace de cette crise environnementale. Le discours a changé, puis il y a aussi de nombreux programmes liés au climat et à l'environnement qui sont apparus dans les grilles. Exemple encore hier soir avec les super pouvoirs de l'océan diffusés sur France 2. Est-ce que ça fait partie des sujets sur lesquels vous souhaitez aller parfois dans Enquête exclusive, Bernard de la Villardière? Dans Enquête, oui, bien sûr. Chaque année, vous savez, il y a la semaine green, fin janvier, et sur M6. Et donc, il y a des programmes dédiés à ça. Et on fait 2 numéros d'Enquête exclusive à ce moment-là. Et notamment un très beau film sur l'Indonésie, les conséquences du réchauffement climatique et puis les mauvais comportements humains qui fait que l'on dégrade un pays
notamment avec l'exploitation du nickel et des mines à ciel ouvert et la destruction de la forêt. Allez, on termine ce journal des médias par un petit télétrottoir des familles. Quelle est la question du jour, Julien ? Franchement, Thomas et Anissa, je pose aussi la question à Bernard de la Villardière. Quand vous regardez la télévision, qu'est-ce que vous faites de vos mains ? Moi, je fais la pire chose. Je fais du double écran. Téléphone portable et téléphone. C'est dramatique. On a du mal. On a tous un peu de mal à se séparer de son téléphone portable, même quand on regarde la télé. Est-ce que vous restez sur votre téléphone quand vous la regardez la télévision ? C'est la question que nous vous avons posée avec Alexandre Omar. Alors moi je reste pas sur mon téléphone quand je regarde la télé. Par contre je mange quand je regarde la télé. Non parce que du coup après je peux pas me concentrer sur ce que je regarde. Ouais, j'ai ce tic là de mettre un film et puis rester sur Candy Crush et je regarde avec les oreilles plus qu'avec les yeux. Ouais, je peux faire deux choses en même temps. Ouais. Carrément en même temps que je regarde une émission, je joue un peu sur mon téléphone et tout. Je suis sur 2 divertissements, j'adore être diverti. Absolument non, jamais. Je suis incapable de faire ça. Non, c'est donc le télé-café quoi. C'est le télé-café. Les infos, le café. Oui, c'est une habitude. C'est clairement ce que je fais à chaque fois que je regarde la télé. Parce que soit ça m'attrait pas énormément, soit par exemple si je regarde un film ou quoi que ce soit, je vais me renseigner sur le film sur le téléphone. C'est le cerveau moderne, on peut faire 15 choses en même temps. Je suis pas sûre qu'on soit très concentré quand même. Vous êtes concentré sur la télé, vous, Bernard ? Moi, j'attends la télécommande unique parce que j'ai 3 télécommandes. J'ai des petits-enfants souvent à la maison. Donc, sur les 3, il y en a toujours une qui est perdue, qui est sous le canapé. Et donc, du coup, je regarde la télé sur mon téléphone. Ah oui, d'accord. C'est malin. C'est malin. C'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. On vous retrouve demain, même heure, même endroit, Julien.